Bonjour à tous. Donc Patrick Cohen, donc je suis chargé d'animer cette table ronde, en fait de relever un défi, il y a 8 organisations, donc c'est celles qui sont les plus bavardes généralement, et on n'a que quelques minutes par organisation. On va quand même essayer. Donc ce que je vous propose, on va faire ça en 2 temps en fait. Alors d'abord, pour introduire un tout petit peu le sujet, ce matin, on a eu des témoignages individuels, donc de personnes qui ont raconté un peu comment elles ont vécu le titre, l'enseignement, et puis comment les choses ont pu évoluer. Donc cet après-midi, on va voir le témoignage des organisations. En fait, je demandais à vos collègues donc, qui sont ici présents, nous envoyons juste un petit mot pour préciser un peu qui ils sont et leur point de vue sur ces questions. Le premier des constats, j'ai essayé de voir un peu s'il y avait comment on pouvait tirer des articulations, des complémentarités. Et la première chose qui apparaît de manière très nette, c'est qu'il y a les organisations qui ont été créées avant la loi, enfin avant la protection du titre, et puis les organisations après. Donc avec un regard un peu différent, bien entendu. Donc on va travailler, évidemment ça va être extrêmement limité, autour de trois questions, qui sont la première, c'est en 40 ans, quelles évolutions constatez-vous dans la profession? Deuxièmement, quel impact de la législation du titre de psychologue dans votre champ d'exercice ou auprès des psychologues que vous représentez? Et enfin, de votre point de vue, quels seraient les principaux enjeux pour la décennie à venir? Tout ça en 5-6 minutes. Et techniquement, pour essayer de garder la démarche, en tout cas l'approche table ronde réellement, donc là, l'enjeu, c'est si on va à chaque fois se déplacer, ainsi de suite, des exposés. Ce que je vous propose, donc, c'est je vais demander à quelqu'un de démarrer sur chacune des questions, donc une des personnes ici présentes, et puis les autres vont pouvoir interagir. Donc, ce que je vous propose, c'est d'interagir, soit à partir du propos qui a été énoncé, soit à partir de ce que vous avez préélaboré, pré-rédigé. D'accord? Et vous pourriez donc, il vous suffit de me faire signe, et je vous donne la parole les uns et après les autres. OK ? Voilà, le cadre est posé et on va démarrer donc avec... Alors au début, présentez-vous, mais juste la première fois, votre organisation en 2 mots, et après on vous a repéré, c'est pas la peine de le reprendre pour chaque prise de parole. Alors apparemment une des plus anciennes, Sylvain Missy, donc merci de vous présenter, puis de répondre à la première question, donc qu'est-ce qui s'est passé, mais on aurait envie de vous dire qu'est-ce qui s'est passé avant, puisque... c'est, si j'ai bien lu, 1931. Donc 1931, alors pas la plus ancienne, donc puisqu'il y a la Société française de psychologie auparavant, mais donc l'APSIEN, l'Association des psychologues et de psychologie dans l'éducation nationale que je représente, a été créée, alors pas sous cette appellation, puisqu'on a suivi les évolutions de la profession, de la société, mais sous l'appellation de l'Association générale des orienteurs de France en 1931. À partir d'un regroupement des premiers conseillers d'orientation professionnelle qui ont été formés dès 1928. Et alors je sais que ce matin, vous avez eu un petit focus sur l'histoire de la profession. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on rediscute un petit peu, mais qui est reconnue par de nombreux historiens comme la première profession de praticien en psychologie. Alors j'utilise bien cette appellation, puisque la psychologie, le titre de psychologue, à l'époque, n'était pas construit, identifié. La psychologie était une discipline émergente avec des personnes qui étaient issues de différentes formations universitaires et qui étaient formées de façon diverse. C'est ce qu'on va retrouver dans Avant, Après. Pour ma part, donc, je m'appelle Sylvia Missy, je suis psychologue, je suis aussi formatrice. Je travaille au sein de l'Éducation nationale dans l'Académie de Créteil et j'interviens en Seine-Saint-Denis. Je suis rattachée, donc pour comprendre un petit peu d'où je parle, je suis rattachée, intervenant dans le second degré, dans ce qu'on appelle un centre d'information et d'orientation. C'est une appellation qui est souvent connue, mais qui n'est pas identifiée comme un lieu où l'on rencontre des psychologues, alors que c'est le cas, et c'est le cas donc depuis toujours, par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. C'est donc un service gratuit, ce CIO, qui est ouvert au public, quelle que soit sa situation, au regard de la scolarité. Donc la particularité, un lieu de premier accueil par rapport à toutes les problématiques que peuvent avoir les jeunes, les familles, mais bien sûr en faisant le lien à leurs questions d'insertion sociale et de scolarité.
Depuis ce service de rattachement, j'interviens en établissement scolaire, ce qu'on appelle les établissements du second degré. Donc ça peut être des collèges, des lycées, mais on a aussi des psychologues de l'éducation nationale du second degré qui interviennent dans les quartiers mineurs, qui travaillent en concertation avec les services de la PJJ. On parle aussi des services universitaires à l'université. Donc tout un tas de soins. Tout un tas de soins, c'est parce que je vois le titre soins dans mon papier. Donc, et y compris dans des structures de soins. Par exemple, sur Paris, vous avez un CIO qui s'appelle RHO, Réseau Handicap Orientation, et ce sont bien des collègues qui ont ma formation, qui ont le titre de psychologue de l'éducation nationale, éducation, développement, conseil en orientation scolaire et professionnelle, qui interviennent auprès des jeunes et des équipes de structures de soins. Je termine. Nos pratiques sont donc diverses, avec des pratiques qui relèvent d'une clinique au sein de l'école, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas dans le thérapeutique, mais qui est bien dans l'approche, la compréhension, le travail aussi en équipe pluriprofessionnelle, et bien sûr aussi toutes les pratiques qui relèvent de la psychométrie, du bilan, du positionnement. Voilà. Peut-être excusez-moi, à la SFP, si vous voulez bien poursuivre, puisqu'apparemment plus ancienne, si j'ai bien compris aussi. Française de psychologie a été fondée par Pierre Janet en 1901, puisque sur le plan historique, on pourrait rappeler qu'elle a été à l'origine du premier code de déontologie des psychologues en 1961. C'est une société savante qui vise à promouvoir la psychologie scientifique dans sa diversité. Elle est très soucieuse de l'articulation entre théorie et pratique et finalement favorise les rencontres entre enseignants-chercheurs et praticiens au travers de ses congrès, de ses journées d'études. Et elle publie 2 revues scientifiques, Pratique psychologique et Psychologie française, voilà, pour rappeler quelques-unes des actions de la Société française de psychologie en tant que société savante. Et moi-même, peut-être, je ne me suis pas présentée, je suis Valérie Capdevielle, la professeure de psychologie du développement à l'Université Jean Jaurès et nouvelle présidente de la Société française de psychologie. Ok. On va continuer peut-être juste avec l'AFPEN. Oui, bonjour. Donc, je suis le président de l'AFPEN, l'Association française des psychologues de l'éducation nationale, qui s'appelle ainsi depuis 2007. Et avant, c'était l'AFPS, l'Association française des psychologues scolaires, qui regroupe donc les psychologues qui travaillent dans les écoles primaires. À peu près 3800 ici en France. Nous avons une affiliation auprès de la SFP et on a aussi une affiliation internationale auprès de l'International School Psychologists Association, qui est pour nous intéressant de pouvoir confronter effectivement ce qui se passe ici en France et ce qui se passe également à l'étranger. Donc on a des missions qui sont assez proches des missions dans le second degré. On a des missions communes d'écoute, d'entretien, de bilan psychométrique, de soutien auprès des équipes enseignantes et des familles. Voilà. Et puis on a des missions également communes sur les situations de crise où on nous appelle. À titre personnel, donc moi je travaille sur l'Académie de Nice, qui est donc dans le sud de la France, comme tout le monde le sait. Voilà. Et notre association existe depuis 1962. Et je reviendrai ensuite sur la naissance de la psychologie scolaire. Alors, l'AEPU, je n'avais pas la date de création. C'était avant le code ou pas? Oui. Bonjour, Denis Jacquet. Donc, je suis le président actuel de l'AEPU, donc l'Association des enseignants de psychologie des universités. La date de création de l'AEPU officielle, c'est il y a 50 ans. Donc, on est aussi dans un anniversaire comme la FFPP. Et donc la caractéristique, vous l'avez compris, c'est que c'est une association académique d'enseignants-chercheurs, 16e section. Et la particularité peut-être que l'on peut souligner pour aller vite, c'est une organisation qui a eu dont on peut dire qu'elle a une tradition, j'ai envie de dire, d'implication dans les travaux collectifs du secteur, que ce soit sur la formation ou sur la profession. Et ça a été évoqué ce matin, par exemple, une contribution assez forte dans les mises à jour des fichiers RNCP, dans la définition des nomenclatures de diplômes, etc. Donc une activité plutôt focalisée. On parle du plan académique, et donc c'est de ce point de vue, évidemment, que je prendrai la parole tout à l'heure.
Alors, avant de passer à la deuxième partie des présentations, puisqu'on ne s'est pas encore présenté, peut-être juste commencer à réagir sur, et là tout le monde peut intervenir, pas seulement les 4 premiers, sur qu'est-ce qui s'est passé avant le titre, en tout cas du point de vue de votre organisation, du point de vue de votre champ, secteur d'exercice, et notamment, est-ce que l'arrivée du titre a bouleversé ou a transformé les choses? Qui va intervenir? Vous intervenez librement. Je veux bien... Ah oui, c'est dans la salle. C'est dans la salle? C'est après. Alors, je veux bien intervenir, puisque, voilà. Donc, en tant qu'association, en fait, pendant ces 40 années, étant en plus une organisation associée à la Société française de psychologie, c'est en fait ensemble qu'on a participé à faire évoluer, justement, et à faire émerger le titre unique, le code de déontologie, en fait, beaucoup d'avancées qui structurent la psychologie telle qu'elle est actuellement et telle que les nouveaux psychologues la rencontrent et la connaissent. En fait, elle a été construite justement par toutes ces organisations qui sont très anciennes. Et pour ce qui concerne mon organisation, c'est vrai qu'on est parti, nous, de pratiques et d'une profession qui, dans les années 30, s'apparentait surtout à une pratique technicienne. C'est de cette psychologie-là, par exemple, mon métier est arrivé. Sauf qu'en évoluant, notre profession, et notamment en étant ancrée, parce qu'on a toujours participé aux travaux et en tant qu'association associée à la SFP, justement au fait de vouloir dépasser et de rencontrer effectivement des limites à une posture technicienne et avec la nécessité d'aller vers une profession réflexive qui construisait des outils, qui en avait la maîtrise, qui était, avec des référentiels théoriques solides, et de ne pas, se laisser enfermer par le fait que ça soit d'autres professionnels qui encadrent nos pratiques, qui les dirigent ou qui nous les, commandent. On va dire ça comme ça en raccourci. Donc, cette émergence, ce qui est très, très curieux, en fait, c'est maintenant, avec toutes ces années qui ont passé, de voir que par contre, certains psychologues sont à la recherche d'être reconnus à travers justement des outils, des techniques, le fait d'avoir une pratique encadrée, d'avoir une pratique délimitée. Voilà, c'est l'interrogation qu'on se pose pour notre organisation et bien sûr que je me pose moi-même. Qui veut compléter? Oui, au niveau de la SFP, vous aviez participé avec la EPU, d'accord? Et au moment donc des travaux et des négociations pour l'obtention du titre, donc, et au sein de l'ANOP, vous étiez un des membres actifs. En effet, il faut dire que ça a été une lutte rude peut-être, et que, comme ça a été dit ce matin, l'adoption de la loi sur le titre de psychologue s'est faite quand même dans un texte non spécifique, qui a légiféré sur diverses mesures du social, mais peut-être que ce qui est intéressant de souligner, c'est à quel point ce texte garde son actualité à l'heure actuelle, notamment en ce qui concerne la protection des usagers. Il est clair qu'un titre protégé permet de poursuivre des personnes qui n'ont pas le titre de psychologue, et on peut rappeler que la SFP a eu l'occasion de se porter plusieurs fois partie civile en étant saisie autour de situations d'usurpation de titres. Donc vraiment un texte qui n'a pas perdu son importance, et je dirais que par rapport à cette époque aussi, c'est intéressant de souligner, ça a été un peu aussi dit ce matin, à quel point on est passé d'une situation où les psychologues étaient relativement invisibles à une situation où ils sont aujourd'hui surexposés. Mais pour autant, on a le sentiment d'un hiatus, puisque en 40 ans, les psychologues ont fait la démonstration de l'efficace de leur intervention. Leur exercice s'est considérablement étendu, les pratiques se sont développées. Il est clair que les psychologues accompagnent et participent du soin psychique, et pour autant ce travail est méconnu et voire quelquefois même discrédité, notamment sur le plan politique. Donc ça, c'est une évolution importante à souligner. Ok. Je vais peut-être donner la parole aux autres intervenants, les 5 autres qui ne sont pas encore exprimés, pour qu'ils puissent au moins se présenter, et on va poursuivre l'échange.
On est toujours dans l'ordre historique? Présentation rapide. Ok. D'abord, et après, on reprendra le contenu. Alors, je dois commencer par dire que je n'avais pas bien compris les consignes et que j'avais prévu de répondre aux 3 questions en 7 minutes. C'est ça. Mais après, on a donc, le temps, j'ai préparé quelque chose qui répond aux 3 questions en 7 minutes. Ok, il y en a 2 minutes déjà. Vous pouvez faire 50% du travail. Donc moi je suis François Paco, je suis psychologue dans un conseil local de santé mentale à la ville de Lille. C'est un poste un peu expérimental et même si ce n'est pas le sujet de la journée, une des questions pose sur l'évolution de la profession. C'est le marqueur, ce type de poste aussi, d'une certaine évolution possible de la profession. J'ai été élu au bureau fédéral de la FFPP qui organise donc cette journée aujourd'hui en 2021 et c'est à ce titre que j'interviens dans cette table ronde. Là où la plupart des collègues qui sont présents à la table ronde vont parler d'une position un peu catégorielle d'un champ de la psychologie, la fédération, elle a pour but depuis 2003 de rassembler des psychologues praticiens et universitaires qui choisissent de réfléchir et d'œuvrer ensemble pour donner à la psychologie et aux psychologues une visibilité, une cohérence, une représentativité sociale et politique autour de fondamentaux communs, dont le code de déontologie est la clé de voûte. Et le CNCDP est présent à cette table ronde. La FFPP rassemble à la fois des adhérents individuels, ça c'est pas toujours connu non plus, donc à la fois des adhérents individuels et des organisations de psychologues, associations et syndicats, dans le respect et la reconnaissance de la diversité des pratiques dont il a été question ce matin, la multiplicité des méthodes, la pluralité des modèles de référence et les spécificités des champs d'exercice. Ça c'est pour la présentation. Est-ce qu'il faut répondre à la première question, la deuxième? Il veut allez, on enchaîne juste sur la première, les principales évolutions, mais vraiment en 2 mots, pour que je puisse redonner la parole aux autres. Les principales évolutions en 40 ans, c'était la première question. Alors en 85, c'était la première question que nous a posée Patrick, j'avais 6 ans. Et la France, elle comptait 15 000 psychologues. Ça a été rappelé ce matin par Emmanuel. L'une des premières choses à constater, c'est que la France comptait 15 000 psychologues à peu près, et qu'aujourd'hui, donc, elle en compte 70 à 80 000. Ça pèse quand même dans le poids d'une profession. La première chose, ça serait donc de constater cette augmentation. Et puis, moi, ce que j'ai constaté aussi, et ça a aussi été dit ce matin, c'est les 86% de féminisation de la profession, qui a un chiffre qui, lui, stagne. C'est-à-dire qu'on a une profession qui fait x5, mais on a toujours aussi peu d'hommes qui la pratiquent. Ça pourrait s'interroger en termes d'évolution. Pourquoi ce métier continue d'être aussi peu masculin finalement? On pourrait avoir des pistes de réflexion sur la désertion masculine des métiers du care en règle générale. On pourrait avoir d'autres réflexions sur les faibles rémunérations du secteur dont j'aimerais parler dans les autres questions et qui pourraient être aussi un facteur de causalité, un prestige social pas forcément très important ou une persistance d'idées rétrogrades un peu sur le féminin naturellement apte à l'écoute. Voilà. Et ça, je pense que c'est des champs qu'on pourrait explorer pour savoir pourquoi il y a si peu d'hommes qui pratiquent cette profession et du coup je parle en tant qu'homme. On va passer le micro à la voisine, Amélie. Merci de passer la parole à ta collègue féminine. Donc, pour ma part, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie depuis 15 ans. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dû me noter ça alors que quand même je connais mon parcours de tête. J'ai exercé en neurologie puis en neuropsychiatrie, actuellement en psychiatrie. Je pense que c'est tout ce dont vous avez besoin de savoir me concernant parce que j'aimerais surtout parler de l'association que je représente, donc l'OFPN, Organisation française des psychologues spécialisés en neuropsychologie, dont j'ai été membre du conseil d'administration pendant une dizaine d'années et que je représente aujourd'hui en tant que chargée de mission. L'OFPN, c'est une association loi 1901 qui a pour but de rassembler et de représenter les psychologues qui ont une pratique spécialisée dans le champ de la neuropsychologie. Elle représente à peu près 550 adhérents, professionnels et étudiants. Et j'enchaîne avec tout de suite la première question qui nous était posée, à savoir en 40 ans, quelles évolutions constatez-vous dans la profession? Alors ça m'a fait sourire quand j'ai lu ça, parce que le premier master, qui s'appelait DESS à l'époque de neuropsychologie, c'est en 1992 à Chambéry.
donc bien après la création du titre. Finalement, la plupart des psychologues spécialisés en neuropsychologie, la grande majorité, finalement, ils n'ont pas connu cette période du avant. Mais on a quand même vu des évolutions, même si ce n'était pas en 40 ans, mais sur ces dernières années. Dans ce champ, surtout un essor majeur depuis le début des années 2000, avec une forte augmentation de l'offre de formation dans notre champ de spécialité, qui répondait à la fois à la demande croissante sur le terrain, avec les consultations mémoire, les centres de rééducation, et aussi à un attrait de plus en plus poussé pour les jeunes, les étudiants, qui s'intéressait aux neurosciences qui se développent énormément ces dernières années. Et la neuropsychologie en tant que spécialité de la psychologie, elle a connu un peu plusieurs temps sur ces dernières années. La première, on va dire, c'était un peu des réticences au sein de la psychologie, avec des craintes lorsqu'on a commencé à créer des associations spécialisées en neuropsychologie, des craintes de scission de la profession. Quel était le risque de ces spécialités vis-à-vis du titre unique? Est-ce que ça n'allait pas le mettre à mal? Est-ce que quand quelqu'un se dit neuropsychologue, est-ce qu'il se reconnaît toujours en tant que psychologue dans cette grande famille? Mais ces réticences, j'ai l'impression qu'avec le temps, elles ont eu tendance à s'estomper et que le fait de réaffirmer avant tout que ce qui nous rassemblait, c'était justement ce titre unique et que ce sont les pratiques ensuite qui sont diversifiées sur le terrain, ça a pu, j'ai l'impression, sur ces dernières années, lever ces craintes de scission de la profession. Merci. Peut-être donner la parole de ce côté-ci de la salle. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Sylvie Trévoisan. Je suis chargée de projet en prévention des risques psychosociaux au sein d'un service de santé et de prévention, un service de prévention et de santé au travail interprofessionnel. Donc, je travaille avec des médecins du travail. Et donc, je représente l'association Reliance et Travail, qui est une association collégiale donc, de psychologues intervenant en service de santé au travail. Alors, nous, on existe depuis 2012, la création de l'association. Donc, du coup, le titre, on avait déjà tous ce titre en créant l'association. Et elle est issue d'un réseau informel qui s'est mis en place lors de l'ouverture de ces services de santé à de la pluridisciplinarité, je crois dans les années 95, je regarde un petit lui, mais ça a d'abord été des ergonomes, des ingénieurs chimistes. Les médecins faisaient des entretiens, y compris avec des personnes en souffrance. Et puis ce terme est monté, donc on s'est dit, enfin, les structures de santé se sont dit, il nous faut des psychologues. Voilà, donc on regroupe des psychologues du travail, mais des cliniciens, des psychoergonomes, des psychologues ergonomes ou des psychosociologues. Le but de l'association, c'est d'abord une entraide entre pairs sur un métier, un emploi qui se créait. Donc du coup, la question était de faire sa place aussi et d'expliquer en quoi la psychologie du travail, la psychologie en général, pouvait être un atout dans un service de santé au travail. On a aussi une volonté de promouvoir les activités et de participer aux travaux en santé au travail et aux travaux universitaires dans le cadre de la psychologie du travail et de la santé au travail. Et puis, on a pu aussi représenter la profession sur le plan institutionnel, et en particulier au moment de la loi, de la préparation de la construction de la loi du 2 août 2021, qui s'intitule « Pour renforcer la prévention en santé au travail ». On veut toujours renforcer, faire mieux, mais bon, voilà. Et donc, on a organisé une journée de débat interdisciplinaire en visio complètement, puisque c'était la période où on n'était pas en grande salle comme ça. Et on a aussi participé à des auditions de députés lors de la construction de cette loi. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Mélanie Gaucher. Je représente l'association la plus jeune, même très jeune, on va dire. Pour vous tracer un petit peu mon parcours rapidement, donc moi je suis une ancienne maître de conférence de l'Institut catholique de Toulouse et depuis 3 ans je suis l'actuelle responsable du siège de la FFPP, mais c'est pas pour ça que je suis venue sur l'estrade aujourd'hui. Je représente ici le CNCDP, le Comité national consultatif de déontologie des psychologues, qui a donc été créé il y a à peu près 4 mois, le 18 janvier 2005. C'est 2000 ?
25. Ah ben voilà, ça y est. On y est. 2025. Le CNCDP fait suite en fait à une commission de la FFPP, donc, qui était la Commission nationale consultative de déontologie des psychologues, et donc qui, elle, avait été créée en 1997. Mais qui n'était qu'une commission de la FFPP. Or là, le premier grand changement, effectivement, il y a 4 mois, c'est la création d'une association Loi 1901 et qui est portée par 17 organisations syndicales, nationales, professionnelles, et qui a pour mission de promouvoir une réflexion déontologique vivante, partagée, dans le respect de la diversité des pratiques et dans une logique de soutien aux consoeurs et aux confrères et non pas dans une logique de contrôle, donc ce qui pourrait s'apparenter à un ordre. Bon, j'aurai peut-être l'occasion de définir encore un peu plus. Alors pour ce qui est de la déontologie, eh bien, du coup, le CNCDP n'a pas les 40 ans de recul vraiment nécessaires. Néanmoins, la déontologie est apparue comme le dénominateur commun. Qu'est-ce qui fait lien dès le départ de tous ces psychologues dont on a cité ce matin effectivement des diversités de pratiques, d'obédience, de champs d'exercice? Eh bien, ce qui fait lien, c'est la déontologie, et ça va être le premier code, on va dire, qui a été largement diffusé, me semble-t-il, en 2016, même si effectivement il y en a eu d'autres. Alors pour la petite histoire, 2016, j'étais en L1, je rentrais à la fac et on m'a dit on a un code de déonto, tenez, lisez-le. Voilà. Donc c'était mes débuts avec le code de déontologie. Encore aujourd'hui, finalement, je constate dans les réunions dans lesquelles je peux aller que ce qui fait le moins de débats, de discussions, voire de disputes, c'est effectivement le code de déontologie dans lequel la plupart des psychologues me semblent se reconnaître. Voilà. Je vais en approfondir. Comment ? Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise encore ? Ah ben moi qui aime bien les chiffres d'habitude, là ça le fait pas aujourd'hui. Ouais, je crois que je veux perdre 20 ans, ça doit être alors ça. Je vais rebondir tout de suite sur cet aspect. Et une des raisons de la protection, de la réglementation concernant le titre, c'était à l'époque en tout cas de dire qu'il faut se méfier des méusages et surtout de tous ceux qui prétendent être psychologues qui ne le sont pas. Et donc il faut une réglementation et une certaine mesure, essayer donc d'éliminer ou de faire en sorte qu'on ne puisse plus se prévaloir de manière indue. Je me suis permis, je suis allé regarder un peu du côté des avis de la CNCDP et j'ai découvert qu'il n'y avait que seulement 2% de demandes concernant le titre ou le respect du titre. Comme si, finalement, une fois que la loi a été votée, l'idée ou la question de se prémunir ou faire attention à ce que d'autres évitent, ne continuent pas à se prévaloir d'un titre qu'ils n'avaient pas, comme si finalement ça n'a pas joué. Comment est-ce que vous pouvez, les uns et les autres, réagir à ça? Est-ce que dans vos organisations, vous receviez des plaintes, on vous interpellait sur le fait que des personnes continuaient à se prétendre psychologues sans l'être? Réagit qui veut. C'est un débat. Au niveau de la SFP, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons été saisis à plusieurs reprises par des usagers confrontés à des situations d'usurpation du titre. Nous nous sommes portés civils et les procès ont été gagnés. Donc, sans aucun doute que ça a contribué à une régulation. Quantitativement, vous pouvez en donner un élément? Alors ça, il faut que je demande à... Il faut parler dans les micros dans la salle. Il faudrait lui donner le micro pour qu'on... Oui, merci. Alors, juste peut-être, vous voulez que en 2018, le dernier procès auquel nous avons dans lequel nous avons été impliqués, qui a été gagné, c'était bien une situation d'usurpation du titre. Mais apparemment, c'est plutôt ponctuel. C'est pas massif. Oui, qui voulait interrompre? Comment? Et ça, c'est très important pour nous, pour notre profession, bien évidemment, réglementée.
J'aurais tendance à répondre que si ces situations elles sont à la marge, c'est à la fois pour toutes les sécurisations qu'on a entendues législatives, et c'est grâce à tout ça, et que finalement la question 2.0 de la réglementation du titre, la question que se posent les psychologues, c'est peut-être plus actuellement celle des pseudothérapeutes, psychopraticiens qui ont été évoqués tout à l'heure. Celle-là, elle est très actuelle, celle-là, elle fait l'objet de beaucoup de débats dans la profession, peut-être plus que celle de la réglementation du titre, ce qui voudrait dire aussi que c'est une question, elle n'est pas réglée, mais qu'en tout cas c'est assez encadré pour que ce ne soit pas elle qui soit la plus disputée. Dans l'institution scolaire, on a quand même, encore cette année par exemple, des personnes qui sont embauchées par l'institution alors qu'ils n'ont pas le titre. Donc on a encore aujourd'hui, nous on intervient encore en tant qu'organisation pour rappeler auprès de l'institution éducation nationale que le titre est réglementé et que ne peut faire fonction que des gens qui ont effectivement les diplômes requis. Donc c'est quand même des choses qu'on est obligé aujourd'hui de rappeler. J'en profite peut-être pour déployer un peu ce qui était notre profession avant 1985. A été rappelé ce matin l'importance finalement de se battre pour que les psychologues scolaires soient comme les autres psychologues. Et j'ai bien entendu ça ce matin, et ce qui était important pour l'unité de la profession. Alors nous, on fait cette année, en plus des 40 ans, les 80 ans de la naissance des premiers psychologues scolaires en France. C'était donc après la guerre avec Henri Vallon, le plan Langevin Vallon, qui a donc envoyé un instituteur, puisque c'était comme ça qu'on était recrutés parmi les instituteurs pour qu'il y ait le premier psychologue en 1945 et qui est parti sur Grenoble. Donc il y a eu plusieurs psychologues scolaires issus du corps des instituteurs, et ça a été une longue période de reconnaissance au fur et à mesure de ces années-là, pour pouvoir enfin être reconnus comme des psychologues. Et jusqu'en 83, lors d'une rencontre avec des représentants de l'organisation, de la FPS à l'époque, qui allaient rencontrer les politiques, on nous disait non, les psychologues scolaires sont avant tout des instituteurs, et donc ils n'auront, un directeur de cabinet disait tant que je serai vivant, ils n'auront jamais de statut, ils resteront des instituteurs avant tout. Donc vous voyez l'importance pour nous qu'a eu l'existence de cette loi et de pouvoir faire partie effectivement de cette profession unique. Moi, je voulais peut-être sur la question que vous posiez, nous, en tant que psychologue du travail, de façon globale, puisque service de santé c'est plus tard, le titre, je pense qu'il n'est pas utilisé parce qu'en fait, il y a eu des mots créés pour détourner. C'est-à-dire qu'on voit apparaître des coachs, on voit apparaître des des logs dans tous les sens, et qui vont sur le champ du coup du travail avec des méthodes et une latitude pour s'adapter aux choses qui n'est pas forcément le cas quand on veut affirmer et défendre son code de déontologie. Et en psychologie du travail, il me semble que le titre a parfois été, alors jamais demandé, puisque les premiers postes de psychologue du travail ont été plutôt dans des fonctions de DRH, de la formation continue, alors l'orientation hors scolaire, mais l'accompagnement des adultes. Et puis on a vu apparaître, donc du coup là il n'y avait pas de titre. Le titre il existe dans le monde médical, les titres dans le monde de l'entreprise classique existent peu, à part dans le juridique, on se posait la question à midi. Et du coup, le titre n'était pas un point d'appui. D'ailleurs, on ne recrutait pas un psychologue du travail, on recrutait quelqu'un qui avait des compétences, qui étaient les compétences acquises dans le cursus de psychologie industrielle puis du travail. Et pour le coup, parfois, ça a été même des freins. C'est-à-dire qu'en fait, les directions ne pouvant pas faire ce qu'ils voulaient et demander ce qu'ils voulaient à leur DRH psychologue, on a vu apparaître aussi des cursus de formation spécialisés, cette fois, en DRH, en formation, etc., qui du coup contournaient complètement. Alors, je ne dis pas que le titre n'est pas pertinent, utile, et il n'y a pas de souci, mais pour les psychologues du travail, en tout cas, au démarrage, ça n'a pas forcément été facilitant, voire même ça l'a été... Je vous donne la parole, mais dans les faits, à l'époque, on parlait des psychologues masqués. Les psychologues du travail, c'était des psychologues masqués. C'est-à-dire, ils n'avançaient pas avec justement le titre, et ils se cachaient derrière ingénieurs, responsables des ressources humaines, il y avait tout un tas d'appellations. Une des évolutions sensibles, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont plus honte, ils sont démasqués ou ils se démasquent, et ils peuvent affirmer leur identité professionnelle. Vous voulez intervenir ?
Oui, juste sur ce point, très rapidement. Ça a déjà été dit, mais je le soutiens en quelque sorte, ou le souligne. Je pense qu'effectivement, par rapport à la question que vous posiez, finalement, on a des traces de la solidité de ce titre, parce que toutes ces pseudo-professions ou pseudo-intitulés n'auraient jamais existé s'il n'y avait pas eu un titre solide de psychologue, finalement, permettant d'identifier clairement et de positionner clairement la profession. Et puis le deuxième aspect, c'est plus des remontées qu'on a, nous, dans le milieu académique. On peut noter aussi une forme d'intégration de l'existence de ce titre et de sa valeur par nos étudiants, qui sont souvent assez proactifs, précisément pour dénoncer ou nous signaler des pratiques qu'ils jugent limite, border, etc., ou disant un tel qui finalement n'a pas terminé son master, s'est quand même installé, et puis se dit psychopraticien, fait des choses qui nous paraissent... Alors ils viennent vers nous, nous on n'est pas légitimes pour traiter ces questions au niveau des universités, je veux dire. Donc on renvoie évidemment vers les organisations professionnelles ad hoc, pour effectivement dire, si vous voulez faire un signalement, il y a des procédures, il y a des dispositifs qui existent. Mais encore une fois, je pense, parce ça a été aussi dit ce matin qu'il y avait une espèce de caractère dolorosis chez les psychologues un peu atavique, toujours à se plaindre, à être victime, etc. Je pense qu'il faut aussi voir les parties remplies du verre, les parties positives. Et depuis 40 ans, oui, quelque chose a changé dans la profession, de façon forte, massive, à différents étages. Alors bien sûr, l'existence du titre pose de nouvelles questions qui n'existaient pas quand, évidemment, le titre n'existait pas. Ça va avec. Je veux bien prendre la suite, en fait, parce que je trouve que ça correspond à votre deuxième question, qui était l'impact de la légalisation du titre. Alors, pour une profession comme la mienne, déjà... En 2017, en plus, maintenant, depuis 2017, on partage un corps commun qui est bien identifié avec appellation psychologue de l'éducation nationale. Mais on voit bien que les représentations persistent avec tout ce que l'on connaît tous en tant que psychologue des fonctions qu'occupent les représentations. Alors, ce n'est pas très gênant quand c'est le public ou quand c'est l'institution. Par contre, ça reste gênant quand c'est parmi même les psychologues des différents champs ou de différents référentiels théoriques qui cataloguent en gros les psychologues, entre autres ceux qui seraient des vrais psychologues et pas des vrais psychologues. Là, ça me gêne un peu plus. Après, j'en veux pas trop aux institutions et aux autres, au public, aux autres professionnels, de continuer à avoir des représentations persistantes, parce que ça occupe une fonction. Mais là où je m'interroge par rapport à ce que ça nous a apporté, effectivement, une identité, ça nous apporte un cadre qui nous soutient, qui étaye, qui rassemble, mais je crois que ça soulève du coup beaucoup de résistance aussi. Et c'est là où on va avoir toutes les évolutions dont parlaient déjà les collègues, avec une multiplication de référents de ceci, de référents de cela, d'appellations de ceci, de cela, de cursus même qui ne sont pas des cursus de psycho, mais où il y a quand même beaucoup de psycho. J'ai en tête tous les cursus d'école de commerce et de management où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de psychologues refoulés. Alors refoulés peut-être dans les deux sens du terme, je ne sais pas, mais on va avoir des gens qui ont une appétence, on va dire, pour la psychologie. Alors quelle psychologie, avec quel référentiel? Du coup, nous, on pose cette question-là. Puis avec quelle déontologie? Mais qui, du coup... par rapport au monde professionnel, puisque là on parle en tant que professionnel et non plus en tant que discipline, qui en tant que professionnel vont rencontrer des usagers, des entreprises, des employeurs, à qui ça va bien, des gens qui savent faire des gens qui disent faire de la psychologie sans être dans le cadre du titre et de la profession de psychologue. Voilà. C'est les masques de psychologues, mais peut-être. Ah non, c'est pas du tout les masques de psychologues là. Les masques, c'est-à-dire c'est pas les psychologues masqués, c'est l'inverse. Ah oui, c'est d'accord. C'est l'inverse. D'accord. C'est des gens qui sont passés. Et je me permets, puisqu'on est dans le ministère de la Santé, d'interroger notamment les professions médicales et paramédicales sur ce point-là. Alors justement, vous, dans les évolutions, je vous donne la parole qui circule, mais une des évolutions quand même, c'est la place qu'a pris la psychologie. On est passé quand même d'une situation relativement clandestine où la psychologie n'avait pas une place dans la société. C'était toujours les médecins, toujours les mêmes, dans les années 80 et au-delà. Et c'est une place qui a été conquise.
par les psychologues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça pose plus de débat que de dire effectivement c'est un psychologue, mais du même coup, ça a un attrait pour les autres. C'est-à-dire qu'on a intérêt socialement à peut-être se revendiquer de la psychologie, même si on n'est pas psychologue. Ça posait la question tout à l'heure que vous avez soulevée, qui était de est-ce qu'on est dans la logique du titre unique, tel que ça, et on a vu les effets et l'intérêt sur le plan au niveau des psychologues dits scolaires. Et puis, les enjeux aujourd'hui, faut-il que, donc, pour enchaîner avant de prendre le dernier aspect, mais sur les enjeux les formations spécialisées. Faut-il ou pas garder des titres uniques ou des titres avec une spécialisation? Il me semble, Amélie, que vous l'aviez développé tout à l'heure. Alors, en effet, je rebondis sur différentes choses qui ont été dites. Le titre de psychologue, pour notre organisation, il fonde l'identité professionnelle sur laquelle on s'appuie, c'est-à-dire se reconnaître dans cette approche globale de l'usager, dans la prise en compte de l'individu dans sa globalité, etc. Et les questionnements des professionnels qui nous remontent, effectivement, ils ne sont pas tant sur l'usurpation du titre de psychologue, mais sur les pratiques des uns et des autres, des psychologues ou de pseudo-psychologues, disons. Et avec ces dernières années, un intérêt de plus en plus marqué par la politique pour la santé mentale des Français, mais en même temps un flou sur le statut de notre profession. Pour nous, ce qui va être important, c'est toutes ces questions autour du risque de paramédicalisation de la profession, ne pas souhaiter réduire nos pratiques à des outils, mais plutôt à cette approche, à cette dimension clinique qui est faite par le psychologue. Et ça va de pair avec l'autonomie de notre profession, oui, mais aussi ses responsabilités en regard du code de déontologie qui a été évoqué à plusieurs reprises et qui, je pense, fonde aussi cette identité professionnelle, cette reconnaissance dans ce code. Et donc, c'est cette protection, cette volonté de protection des usagers face au mésusage de la psychologie et à des pratiques qui s'approcheraient un petit peu qui utilisent des termes qui ont tendance à embrouiller les usagers. Et donc, effectivement, ces spécialités, elles se retrouvent sur ces codes communs, sur ce code de déontologie, sur cette utilisation du titre. Et vous l'avez dit aussi, sur l'importance de la formation, donc l'importance de notre formation universitaire qui contient toujours un squelette bien commun et bien solide de connaissances, de valeurs communes à l'ensemble des psychologues, et effectivement des pratiques peut-être plus spécialisées dans divers cursus qui représentent la diversité de notre profession, des pratiques, on l'a évoqué tout à l'heure, qui ont fait leurs preuves, et des pratiques qui aussi sont fondées sur des preuves qui permettent aux psychologues de valoriser une activité auprès des usagers. Et je peux peut-être passer la parole à mon voisin pour compléter sur les aspects d'enjeux qui sont liés à ces aspects. Non, peut-être pas. Tu n'as pas envie, pardon. Juste peut-être. Ouais, alors on va aborder le dernier axe, c'est-à-dire les perspectives ou les enjeux pour que de nouveau vous puissiez réintervenir. Je vais peut-être laisser la parole. S'il y a une ou deux questions que vous voulez poser, c'est maintenant. Après, vous ne pourrez plus. Alors, à qui vous adressez la question? À tout le monde. À tout le monde. Déjà, je voulais vous remercier de nous avoir plongé dans l'histoire et d'avoir rappelé l'importance des organisations, de vos organisations dans la structuration de la profession. C'est sans doute un peu plus complexe, mais voilà. Et du coup, je voulais vous interroger sur votre regard sur quelque chose qui s'est passé après 2020 environ, avec l'émergence de beaucoup de mouvements spontanés de psychologues prenant d'autres formes, utilisant notamment beaucoup les réseaux sociaux, des formes de collectifs non associatifs. Voilà. Ils sont trop longues pour être toutes nommées, elles sont pas là, mais du coup, je me demandais comment vous les voyez, comment ça interroge vos modes d'action politique, parce qu'ils ont des modes d'action politique qui sont différents, comment ça transforme vos propres modes d'action politique,
et comment les amener, pas les laisser à la porte et qu'ils soient à la table des négociations. Enfin, voilà. Ok. Qui veut répondre parmi les participants. Comment, dans vos organisations, vous appréhendez, vous percevez cette effervescence, cet éclatement représentatif? Ce qui est souligné là, c'est la rupture, entre guillemets, avec le monde traditionnel, organisationnel, avec des militants, avec des modes de fonctionnement, entre guillemets, représentatifs et démocratiques, et des instances qui sont créées aujourd'hui où la notion même de représentation est questionnée. Je vous renvoie aux Gilets jaunes. Le gouvernement, les institutionnels disaient « mais avec qui on va discuter? On ne sait pas qui représente quoi. » C'est un peu cette question qui est derrière. Et en même temps, comment ça a pris de la place? Comment vous, organisation, vous réagissez par rapport à ça? Comment vous récupérez vos adhérents? Est-ce qu'ils vont dans ces réseaux? Est-ce qu'ils sont en parallèle ou pas? C'est un peu la question. En tout cas, c'est ce que vivent d'autres professions. Enfin, je crois qu'on est tous dans la même situation. Et on a nous-mêmes également, je pense, au niveau de la communication, nous sommes présents aussi sur les réseaux sociaux. Donc il y a des mouvements spontanés. En tout cas, au niveau de notre organisation, on est à l'écoute des mouvements qui peuvent apparaître. Et puis je pense qu'on est aussi là pour entendre ce qui peut-être, dans un premier temps, peut-être pas entendu ou peut-être pas dit dans nos organisations, en tout cas dans la nôtre. Et ensuite, on accompagne et on montre à quel point aussi on est présent, nous, dans les négociations, dans les rencontres qu'on peut avoir, pour faire avancer le cadre de notre profession. Enfin, voilà ce que je peux répondre comme ça, un peu spontanément. OK. On va passer au troisième. Moi, oui, j'aurais quand même souligné l'enjeu qu'il y a à favoriser la rencontre entre les étudiants dans les universités et les organisations susceptibles de les représenter un jour. Je crois qu'il y a quand même des initiatives sur ce plan-là. Par exemple, à Toulouse, nous avons la journée réseau praticien qui donne carte blanche, Isabelle Seff est par là, à l'intercollège des psychologues Midi-Pyrénées et donne à l'occasion d'une journée la possibilité de rencontrer l'ensemble des étudiants du master de notre UFR. Je crois qu'on a une responsabilité aussi à favoriser ces rencontres et de ce point de vue-là, la SFP est aussi très proactive dans ce souci de rassembler la diversité, notamment des sous-disciplines, parce qu'on parlait de spécialisation tout à l'heure. On peut peut-être se poser la question avec la multiplication des mentions et des masters si aujourd'hui la spécialisation n'arrive pas trop tôt pour les étudiants, au risque finalement, parce qu'elle limite la rencontre entre les sous-disciplines, à limiter la maîtrise d'un référentiel diversifié de modèles et d'outils théoriques. Enfin, en tout cas, c'est une vraie question au regard des réformes des études de psychologie à l'heure actuelle et des conséquences qu'elles ont sur la professionnalisation. Il ne faut pas oublier que finalement, la plupart des modifications qu'on a évoquées ce matin, on n'a pas parlé de la gratification des stages qui a impacté énormément la formation des psychologues. Ce sont des modifications qui ont été imposées, des réformes universitaires qui concernent l'ensemble des masters et qui se font peu en lien avec les organisations représentatives et une réflexion sur la profession de psychologue proprement dit. Donc, je crois que c'est cette ambition de rapprocher enseignants, chercheurs, praticiens et étudiants, il faut vraiment qu'on la cultive et que ça soit un objectif prioritaire. Désolé de vous maltraiter. Peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, aussi peut-être en lien avec le questionnement autour de l'allongement de la formation en psychologie qui fait pas forcément consensus au sein de la profession, mais sur une discipline qui se complexifie et qui s'enrichit au fur et à mesure de son histoire. On reste sur une durée de formation qui est la même depuis des années et qui peut peut-être expliquer que sur un temps court et restreint, une complexification de la discipline se confronte à des obligations d'emploi du temps et de limitation des possibilités durant le master. Et donc, je pense que ça peut en partie expliquer ces conflits éventuels entre peut-être plus de spécialisation et au détriment de certains éléments de socle commun parce que le temps est restreint sur ce temps de formation.
Alors, on me fait signe qu'il y avait quelqu'un qui veut intervenir. Oui, merci. Voilà, d'abord, merci et bravo pour cette organisation et ce moment-là extraordinaire qui, pour moi, vraiment est fédérateur de l'identité de psychologue. En fait, j'avais une question qui s'adresse à tous concernant le titre et se demander aujourd'hui comment est-ce qu'on pouvait améliorer au mieux la reconnaissance, la valeur du titre aux yeux de toutes les pratiques connexes hasardeuses qui aujourd'hui mettent à mal la fonction de psychologue, déjà au sens commun, c'est-à-dire psychologue, quelles que soient les spécialités, et comment est-ce qu'on défend ça sans parler d'ordre, excusez-moi, parce que c'est quand même une question qui revient par rapport à d'autres pays, et par rapport notamment à la question des spécialités, qui vient aujourd'hui être une question sociétale, de se dire que la formation, elle se valorise aussi par un principe de spécialisation et qu'aujourd'hui, la plupart des formations sont reconnues par leur spécificité, leur spécialité, et se dire aujourd'hui comment est-ce qu'on peut valoriser ça par rapport au titre et notamment sur un plan légal. Oui, sur les aspects de formation, je pense que le grand changement une des conséquences de l'installation ou de la reconnaissance ou de la légalisation du titre de psychologue, ça a été malgré tout une forme de convergence des formations, puisque on est toujours dans ce mouvement où ça a été rappelé ce matin par Maria Pereira et Benoît Schneider, c'est-à-dire que le titre, c'est pas l'université qui le donne. Le titre est obtenu parce qu'on a validé effectivement des prérequis académiques et un stage, évidemment. Donc du coup, il y a eu un effet, parce que le premier effet, ça a été évidemment, et ça s'est propagé au fur et à mesure des réformes académiques propres à l'université, la mise en place du LMD, enfin bon, on va pas refaire l'histoire, mais donc du coup, il y a eu une forme d'harmonisation au moins structurelle des formations en termes d'exigences, de pluralité d'approche en licence, de effectivement spécialisation en master, de mise en place de volumétrie de stage, parce que on regarde pas toujours dans les rétroviseurs sur tous les sujets. On ne regarde pas dans les rétroviseurs quand on s'aperçoit que peut-être à une certaine époque, des diplômes qui permettaient de devenir psychologue n'avaient peut-être pas une volumétrie de stage tout à fait équivalente à ce qu'on demande aujourd'hui aux diplômés. Bref, donc il y a eu cette évolution qu'on fait des convergences structurelles des formations. Deuxième aspect, la question des spécialisations. Je pense que je réaffirme, enfin je ressouligne ce qui a été déjà souligné ce matin. Il n'y a pas 30 000 mentions en master, hein. Il y en a 7. Point. C'est déjà trop. 7. Donc, bon, alors, on peut considérer que c'est trop, ou pas assez, j'en sais rien, mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a un foisonnement de mentions de master. Il y en a 7. Dernier point sur ces aspects-là, sur la question de la spécialisation aussi, attention, je pense qu'il faut être prudent. Il y a pas confondre l'écume et la vague, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a des demande des émergences de nouvelles pratiques, de nouvelles techniques, de nouvelles connaissances. Bien entendu qu'il faut en tenir compte dans le cadre de l'évolution des formations. Ceci étant, quand on regarde les trajectoires professionnelles des psychologues, elles sont rarement, quand on les regarde en fin de carrière, précisément ancrées dans ce qui a fait la formation initiale des psychologues en question. Donc, il y a assez peu de psychologues qui sont neuropsychologues toute leur vie, ou autre chose, hein, ça peut être un autre... vous prenez la spécialité qui vous convient. Donc ça pose la question effectivement de cet équilibre entre connaissance socle général et spécialisation relative, j'ai envie de dire relative, mais ça pose du coup la question de la formation continue et de l'accompagnement de la formation continue des psychologues pour accompagner leurs évolutions professionnelles, leurs changements de champ d'exercice, etc. Et dernier point, je m'arrête là-dessus, attention aussi à ne pas insulter l'avenir, en quelque sorte. Les champs d'exercice, dans 20 ans, on n'en connaît pas la totalité. Donc il ne faut pas non plus scléroser les choses par des espèces de... On a beaucoup parlé de camp gaulois ce matin, parce que, encore une fois, nous, on se rend compte que de plus en plus de diplômés attendent très peu de temps avant de s'installer
dans une activité libérale partielle, bien sûr, mais c'est une nouveauté en quelque sorte. L'émergence de la téléconsultation, moi je ne connais pas de formation qui prépare à ça, actuellement. Donc il y a des pratiques nouvelles, des contextes nouveaux d'exercice déjà, d'autres à venir. Donc attention, je pense à ne pas raisonner dans un cadre trop étroit et prendre des options plutôt souples, avec des garanties générales pour tous, titres, code de déonto par exemple, niveau de formation, etc. Mais attention, il faut être aussi en capacité de s'adapter, je pense, aux besoins d'avenir, aux besoins nouveaux ou aux nouvelles relations des psychologues à leur travail. Ça a été évoqué ce matin, là, très largement, et je pense que c'est une réalité, c'est-à-dire que voilà, il y a des choix, il y a certains types d'insertion qui ne sont plus attractifs. Et il faut se poser la question de pourquoi et comment, par quoi c'est remplacé ou comment ça peut être remplacé, etc. La dernière question. Oui, alors moi, je voulais revenir sur les outils, parce que on a évoqué donc la reconnaissance du titre qui actuellement est inscrite dans la loi par rapport à un niveau de formation. Mais ce à quoi on est confronté aujourd'hui, c'est la multiplication, notamment par les réseaux, Internet, etc., de l'usage d'outils psychologiques par des non-psychologues. Et donc la réappropriation, parfois avec même des soutiens institutionnels, d'outils qui ont été conçus par les psychologues, qui sont proposés à des non-psychologues avec donc évidemment aucune précaution ni par rapport à la formation ni par rapport aux outils, à la nécessité d'avoir une approche déontologique. Donc la question que je voulais poser, c'est celle-là, c'est-à-dire à la fois nous ne sommes pas pour un encadrement des pratiques, bien au contraire, et donc nous sommes pour la possibilité de pouvoir développer des démarches et des outils adaptés en fonction de nos référentiels, mais en même temps, que faire par rapport à cette multiplication en fait d'usages qui sont des usages problématiques d'outils, voire de démarches de psychologues par des non-psychologues. Alors, je voudrais peut-être juste m'autoriser à rebondir. C'est pourquoi est-ce qu'il y a un titre unique? Pourquoi est-ce qu'on a parlé d'un titre unique? Parce que ça a été un débat, la lecture historique est intéressante. C'est que justement, déjà à cette époque-là, on ne souhaitait pas cloisonner les psychologues dans un champ particulier et dire qu'on devenait psychologue de l'éducation ou de la justice ou de la santé, avec le caractère important qui était, du coup, on y est enfermé, et surtout, il n'y a pas d'évolution pour les psychologues verticale, contrairement à d'autres professions. La seule évolution possible en 40 ans d'arrière, c'est passer d'un champ, d'un public, d'usagers de nature différente. Et il fallait avoir ce socle commun, sachant bien sûr, et là le code est une référence, qu'il faut être compétent si je veux passer de l'hôpital à l'entreprise, puisque ça faisait partie entre guillemets, des revendications, en tout cas des possibilités, je vais me former. Et puis c'est le marché, c'est les entreprises, ce sont les institutions qui doivent recruter les personnes qui sont les plus compétentes, ainsi de suite. Et non pas la mise enfermée, en silo de la profession. Il faut s'en rappeler, que c'était quand même ceux qui fondaient. Je m'excuse parce que j'ai un peu bousculé tous les intervenants, donc je voudrais leur redonner la parole, juste pour conclure sur la dernière partie, si vous avez des choses à rajouter sur la dernière partie en termes de perspectives futures. Je voulais juste illustrer ce que vous dites par l'exemple des psychologues du travail en service de santé au travail. L'intitulé de l'emploi dernièrement était psychologue du travail. Or, en service de santé, on a des cliniciens, on a des psychosociologues, des psychoergonomes, enfin peu importe le psycho quoi. Et dernièrement, donc là en 2024, on vient de travailler sur la remise à jour de la convention collective des services de santé au travail et on a réussi à intituler le poste psychologue en service de santé au travail sans plus faire référence à aucune spécialisation. Et ça, on y a tenu justement pour être dans l'intégration de
toute la richesse des disciplines, des spécialités, et pouvoir intégrer l'ensemble des psychologues qui constituaient notre emploi aujourd'hui. Du coup, je rappelle que j'avais mal compris la consigne. Donc, je vais répondre à la troisième question. Juste aussi pour revenir sur la parole des psychologues dans les médias, tout ça qui augmente, je pense aussi qu'il y a un point nodal à mesurer cette parole. Ça, c'est pour revenir. C'est-à-dire qu'on demande tout aux psychologues maintenant. Peut-être qu'il faut aussi qu'on réfléchisse à la façon dont on répond aux sollicitations. La troisième question que tu nous as posée, c'était quels sont les principaux enjeux pour la décennie à venir. Du coup, moi, je réponds de la place de la FFPP. À la FFPP, fédérer, c'est le signifiant maître de notre fédération. Et ce signifiant, ça répond aussi un peu à la question de Damien, il nécessite d'être constamment au contact de la profession, dans toutes ses composantes, dans son actualité, dans toutes ses sensibilités. C'est parfois difficile et laborieux, mais nous n'y parviendrons qu'en restant éveillés aux mouvements qui traversent la profession. Ça tombe bien, en ce moment, il y a beaucoup de mouvements. La question de la réglementation, elle a été un peu évoquée, elle est au centre de nos préoccupations à la FFPP, elle est aussi au centre des préoccupations du législateur. C'est un chantier important qui doit être encore mené à son terme. Tout à l'heure, non pas tout à l'heure puisque je n'ai pas pu lire ce que je voulais dire, je parlais de rester vigilant et éveillé face aux enjeux qui nous traversent. C'est sans doute particulièrement vrai aujourd'hui, avec à chaque fois le risque d'une surspécialisation qui viendrait séparer les uns des autres. C'est ce qu'on a plus ou moins dit chacun de notre place. Les psychologues nécessaires, des psychologues non nécessaires, les experts, des pas experts, les remboursés, des pas remboursés. Notre socle commun autour des sciences humaines doit pouvoir nous servir de boussole pour rester unis. Il faut continuer à faire de cette diversité une force. La FFPP, elle a été construite autour de cette démarche fédérative. Et au regard de la multiplication des champs d'exercice des psychologues, cette démarche fédérative, elle a d'autant plus de sens aujourd'hui. Et elle veille à l'unité du titre et elle veille à éviter la vente à la découpe qui ferait plaisir à certains. Car si on peut constater un désintérêt majeur du ministère qui nous accueille aujourd'hui pour les psychologues qui travaillent dans son champ, statut qui n'a pas bougé, on l'a évoqué, salaires qui n'ont pas bougé depuis 1985, structuration des psychologues à l'hôpital qui n'a pas bougé. On voit par contre un grand intérêt de ce ministère qui nous accueille aujourd'hui, un unique intérêt pour la forme libérale conventionnée de la pratique des psychologues. Le spot promotionnel du ministre ce matin. Pendant que la focale est centrée sur ce dispositif de niche, bricolé, perfectible, incomplet, et qui sert ostensiblement de paravent communicationnel à un ministère qui ne sait plus trop par où commencer pour gérer la crise qui touche la santé mentale. Pendant ce temps-là, des dizaines de milliers de psychologues tentent de faire leur travail dans des conditions, on l'a évoqué, qui sont difficiles, très souvent, et dans tous les champs, pas que dans le champ de la santé. Pour autant qu'on souhaite analyser l'impact de ce dispositif, son impact systémique, c'est-à-dire au-delà de ce à quoi il était supposé répondre, il convient au regard de l'actualité d'être extrêmement prudent sur son évolution. Cet intérêt sectoriel sur mon soutien psy menace la profession dans son ensemble, donc dans tous les champs, et elle constitue l'un des grands enjeux pour les années à venir. Pendant ce temps, la question de la revalorisation salariale de la profession se pose dans tous les champs d'exercice, pas que dans la santé. Les psychologues sont notoirement sous-payés où qu'ils exercent, et avant de penser à réformer, remodeler, modifier, sectoriser, il s'agirait aussi de mener cette bataille des salaires dans les fonctions publiques et ailleurs, bataille qui fait partie intégrante de la reconnaissance d'une profession. On ne peut pas dire qu'on est reconnu si on est sous-payé. Et c'est l'objet, la reconnaissance de la profession, de notre rendez-vous du jour. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler. Rappelons aussi, suite aux déclarations récentes du président de la République, donc mardi, qu'il est a priori pas bien au courant de la situation des psychologues, donc on va le rappeler ici au sein du ministère de la Santé, que le salaire moyen des psychologues qui exercent en libéral, il est de 1 746 €. Il comparait donc avec le remboursement d'autres professions de santé, dont les médecins généralistes, dont la moyenne mensuelle de rémunération est à 8 000 €. Rappelons aussi qu'à l'hôpital, les psychologues sont moins rémunérés que les infirmiers depuis plusieurs années, et pourtant on ne cesse de déplorer la faiblesse de la rémunération des infirmiers à raison, mais on devrait déplorer encore plus celle des psychologues. J'ai presque fini. Enfin, la profession ne cesse d'être en mouvement. Partout où ils travaillent, les psychologues innovent dans leur mission, dans leurs fonctions, avec des attentes sociales à la hauteur de ces changements.
la question de la structuration des statuts sont des questions vraiment nécessaires pour l'avenir et de la place à occuper dans les organisations dans lesquelles nous travaillons, pas seulement dans la clinique ou auprès des gens que nous recevons, mais aussi à un niveau plus méta, organisationnel, décisionnel. Elle doit pouvoir se poser dans les années à venir. Cette fonction 4 du psychologue dans les organisations, elle pourra enfin être une réalité si on la pense un petit peu et si on construit les outils nécessaires. Plus que jamais, les psychologues ont un rôle à jouer, un discours à tenir sur la scène sociale et politique, particulièrement en cette année de grande cause santé mentale. On ne les écoute encore que trop peu. Et j'ai fini. Bon, finalement, c'est bien qu'il ait pu s'exprimer jusqu'au bout, visiblement. Il faut clore cette table ronde des organisations, malheureusement. Il aurait bien fallu 2-3 heures, pas 1 heure, pour 8 organisations. Qui veut quand même dire un dernier mot avant de clore et de rendre le micro aux organisateurs? Je veux bien rebondir et merci François pour tout ce que tu as dit, parce que je ne vais pas répéter tout ce qu'il a dit, mais l'enjeu a été évoqué à plusieurs reprises par les questions du public sur les nouvelles générations, sur les nouvelles attentes, les nouveaux moyens de communication. On sait aussi qu'il y a des attentes fortes en termes de salaire, de reconnaissance, ce qui explique aussi sûrement l'attrait du libéral dès la sortie des études pour certains, un moyen peut-être plus rapide d'accéder à l'emploi et des attentes peut-être en termes de salaire. Et la diminution de l'attrait de la fonction publique hospitalière qui propose des salaires qui ne sont pas adaptés au niveau de formation et aux attentes des personnes qui ont un bac+5 ou un bac+8. Donc je suis complètement d'accord avec toi François, merci. Un petit mot très court également, mais pour dire que les psychologues qui sont dans l'école sont également traversés par les mêmes problématiques, parce que ce n'est pas forcément catégoriel au niveau de notre organisation, mais vraiment c'est de la même manière. Mais je crois que ce qui a fait la force de la loi de 85, c'est quand même le travail de plusieurs organisations, dans plusieurs collectifs, et je crois que c'est ce qu'il faut continuer à faire pour l'avenir de notre profession, notamment sur le côté de la réglementation du code de déontologie, en tout cas tout ce qui est de la déontologie. Et je crois que c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir faire avancer dans les 40 prochaines années qui arrivent notre travail. Voilà. Alors la décennie, moi je trouvais que c'était un peu court, puisqu'on voit bien que les évolutions d'une profession, c'est à une plus grande échelle. Moi, ce qui me paraît intéressant, je le partage, le soutien à la déontologie, l'engagement dans le comité national de déontologie des psychologues, mais pour aller sur un autre registre que mes collègues, ne pas renoncer à se positionner comme une profession intellectuelle. Voilà, je pense que c'est important parce que j'ai l'impression qu'en étant à la recherche et en courant après une forme de reconnaissance, une recherche d'ordre, je dirais, j'ai l'impression que la profession perd peut-être cette dimension qui était fondatrice aussi d'être une profession intellectuelle, où on peut débattre, où on peut discuter, où on peut ne pas être d'accord, mais ce n'est pas un problème. On en parle. Alors moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire, Sylvie, peut-être en guise de mot de la fin aussi. C'est que justement, du point de vue de la déontologie, et il y a encore pas mal à faire, mais je pense qu'à l'université, il y a eu beaucoup de progrès sur l'enseignement de la déontologie depuis 10-15 ans à peu près. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Qu'effectivement, dans les années à venir, il va falloir continuer à défendre l'autonomie de jugement du psychologue et son autonomie fonctionnelle. Je ne parle pas d'autonomie hiérarchique ou d'indépendance, ce n'est pas un électron libre, mais il est capable de réfléchir aux situations et aux dilemmes qu'il rencontre, notamment guidé par son code de déontologie. Et aussi, peut-être le dernier message que j'aimerais faire passer, c'est que justement, cette défense de la déontologie, de la profession qui passerait par la déontologie, c'est aussi la responsabilité de chacune et chacun dans son milieu, dans son exercice et sa pratique. Ça s'incarne par l'engagement quotidien en fait, de chaque psychologue à faire vivre une déontologie professionnelle de la relation, du discernement, du respect et de la subjectivité. Merci. Allez, conclusion vraiment de mots. Oui, pour les enjeux, pour les années à venir, de point de vue de la EPU, évidemment, mon propos va être axé sur les aspects de formation. Dire très peu de choses rapidement.
Je pense que la journée d'aujourd'hui montre tout l'intérêt, au-delà des difficultés, des divergences de points de vue, etc., du travail interorganisationnel. Il faut maintenir ceci, tout en intégrant, je pense, effectivement, comme ça a été souligné par la question tout à l'heure, peut-être de nouvelles formes de mobilisation, d'organisation de la profession. Premier point. Deuxième point, sur la formation. Je pense qu'il y a quelques points rapidement d'attention fondamentaux si on veut effectivement que la formation évolue, j'ai envie de dire, dans la bonne direction. Et la bonne direction, ce n'est pas les intérêts d'un champ ou d'un autre, d'un secteur ou d'un autre, ou l'intérêt d'un moment, c'est l'intérêt des populations vulnérables, c'est l'intérêt des futurs professionnels et c'est un intérêt, j'ai envie de dire, sociétal. C'est-à-dire, quid de la gratification des stages des psychologues? Si on faisait la conversion en équivalent temps plein de l'apport des stagiaires Master 1, Master 2, voire au-delà pour les thèses appliquées, je pense que ça correspond à un certain nombre d'emplois pérennes. Deux, la question de la participation des professionnels aux formations, qui est une réalité. Alors on peut regretter qu'elle ne soit pas suffisante, etc. Le paysage est très disparate selon les universités, les formations. Mais enfin, il y a un certain nombre de formations, moi j'en connais un certain nombre, qui peuvent atteindre 50%, voire au-delà de la formation de 5e année assurée par des professionnels. Donc on ne peut pas dire que la formation à l'université est déconnectée de la profession. Par contre, ça pose la question, ça a été évoqué ce matin, de la reconnaissance de cette participation des professionnels à la formation. Bien sûr, ils sont gratifiés en tant que vacataires à l'université, mais par rapport à leur champ d'exercice, à leur institution de rattachement, cette participation-là, elle n'est jamais reconnue en tant que telle. Et je pense que si on veut faire que la profession de psychologue reste une profession attractive pour les jeunes, qu'ils s'orientent plutôt vers des formes, on va dire, organisées, académiques, intellectuelles de cette profession, alors il faut se donner les moyens d'accompagner dans cette direction. Sinon, on va balkaniser la profession, continuer à dégrader sa reconnaissance et favoriser son éclatement. Merci. En 2 mots, vraiment. En 2 mots, et ne pas répéter, je crois que nous devons agir pour le maintien d'un titre unique et l'ancrage des formations dans le champ des sciences humaines. Et peut-être, parce que ça n'a pas été dit, exiger davantage l'encadrement finalement de ces pratiques, notamment relatives à tout ce qui touche aux tests et à l'évaluation psychologique dont on a parlé tout à l'heure, mise en œuvre par des non-psychologues, peut-être en passant par la loi. Peut-être que là aussi, les psychologues pourraient être davantage offensifs pour exiger que quelque chose s'organise du côté de la loi, puisque c'était le point de départ de cette journée, la loi de 85. Merci. Terminé? C'est bon? Non? Très bien. Ben, écoutez, je suis désolé, on a un peu débordé, mais on a fait au mieux. Et merci à vous tous.